Franchement, Jeanne, tu deviens dangereuse. On ne peut plus te laisser gérer les choses toute seule. La voix de ma belle-fille, Hélène, a retenti dans mon salon comme un claquement sec, presque métallique. Elle venait de déplacer mon fauteuil préféré, celui où je m'assois chaque matin depuis 30 ans, sans même me demander mon avis. Elle l'avait poussé près de la fenêtre pour que ce soit plus pratique, disait-elle. Mais je savais que ce n'était pas pour moi. C'était pour elle. Pour contrôler l'espace, pour prendre place dans ma maison, centimètre par centimètre. Je suis restée là, debout au milieu du salon, les mains encore tremblantes. « Tu l'as mis là ?» ai-je murmuré. Elle n'a rien répondu. Elle a simplement souri. Un sourire mince, tout en dents mais sans chaleur, le sourire de quelqu'un qui vient de franchir une frontière et qui attend de voir si vous allez réagir. Puis elle s'est tournée vers moi. « On en reparlera avec Mathieu ce soir. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu oublies trop de choses. Même tes clés, tu ne sais plus où tu les mets. Mes clés. Non, je ne les avais pas perdues. C'est elle qui les avait déplacées la semaine précédente. Je m'en souvenais comme si c'était hier, posées sur le buffet, puis mystérieusement retrouvées dans la salle de bain, sous prétexte que tu as dû les laisser là en te distrayant. Je savais que ce n'était pas vrai, mais j'avais gardé le silence. Et maintenant, elle déplaçait mon fauteuil, puis mon courrier, puis mes documents, puis mes habitudes, puis ma vie. Je regardais le salon, soudain méconnaissable. Les rideaux avaient été tirés légèrement différemment, ma lampe déplacée, les coussins changés de place. Hélène était entrée petit à petit dans mon quotidien, sous prétexte d'aider, d'améliorer, de sécuriser. Elle a fait un pas vers moi. « Tu as pensé à appeler le médecin ? Pour ta mémoire ? Tu devrais. On ne peut pas continuer comme ça, Jeanne. » Sa voix était douce, mais ses mots étaient des lames. Chaque phrase qu'elle prononçait contenait un reproche. Chaque reproche contenait un doute. Chaque doute contenait une stratégie. Et soudain, j'ai compris que ce n'était pas un simple déplacement de fauteuil. C'était le début d'un déplacement plus vaste, celui de ma liberté. Ma gorge s'est serrée. Quelque chose s'est fissuré en moi. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était une douleur sourde, presque animale. La douleur d'être dépossédée, lentement, sous les yeux de quelqu'un qui prétendait m'aimer. « Tu devrais te reposer. Je vais gérer tes papiers. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Je la regardais longuement. Oui, j'avais fait confiance. Trop longtemps. Et c'est cette confiance-là qu'elle exploitait. Il y eut un silence lourd, épais, qui vibrissait entre nous comme un fil tendu. Puis elle ajouta, en prenant un ton presque administratif. « À ton âge, Jeanne, il faut accepter de laisser quelqu'un s'occuper des choses importantes. On va organiser ça avec Mathieu. Tu verras, ça te simplifiera la vie. À ton âge ?» Ces 3 mots ont résonné dans mon corps comme un coup de massue. On ne m'avait jamais parlé ainsi, jamais. Pas même quand j'avais perdu Gérard. Pas même dans les pires moments. Mais là, dans ma propre maison, ma belle-fille me parlait comme à une enfant capricieuse, comme à quelqu'un qu'on doit remettre dans le droit chemin. Quand elle est partie, elle a laissé le fauteuil près de la fenêtre, comme un drapeau planté sur un territoire conquis. Je suis restée debout longtemps, immobile, les mains sur le dossier vide, le cœur battant trop fort. Le soleil couchant se reflétait dans la vitre, et mon propre reflet me sembla étranger. Plus vieille que je ne me voyais, plus fragile que je ne l'avais jamais été, plus seule que je ne l'aurais imaginé. Mes clés étaient dans ma poche, mais je ne les y avais pas mises. Je le savais. Une pensée m'a traversée, tranchante. Et si ce n'était que le début, si elle déplaçait déjà mes objets, qu'allait-elle déplacer ensuite ? Mes papiers, mon argent, mes décisions, ma voix ? Je me suis assise dans le fauteuil, ou plutôt, j'ai essayé. L'assise était trop haute. Elle avait mis un coussin dessous. Je l'avais remarqué trop tard. Ce simple détail m'a achevé. C'était une façon subtile de me montrer que quelque chose avait changé. Ce fauteuil n'était plus vraiment le mien. Je me suis levée d'un bond. J'ai remis le fauteuil à sa place, exactement là où il avait toujours été. Et j'ai murmuré dans la pénombre du salon. Non, pas ça. Pas ma vie. Une fissure s'était ouverte en moi, mais ce n'était pas une fissure de faiblesse. C'était une fissure de lucidité. Je venais d'ouvrir les yeux vraiment, et quand une femme de mon âge ouvre les yeux, ce n'est jamais pour les refermer. Je savais une chose.
Une seule. Ce fauteuil déplacé n'était pas un accident. C'était un avertissement, une étape, et je devrais me battre, silencieusement, mais fermement, car ma vie ne serait déplacée que si je laissais faire. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas débattue, je n'ai accusé personne. J'ai seulement allumé la petite lampe près de la bibliothèque. J'ai ressorti un vieux carnet à la couverture en toile, et j'ai écrit une seule phrase. Aujourd'hui, elle a déplacé mon fauteuil. Demain, elle essaiera être de déplacer ce que je suis. Je ne la laisserai pas faire. Je ne savais pas encore que cette phrase serait le début d'un long chemin. Un chemin de nuit blanche, de douleur, de vérité, de justice. Un chemin qui me ferait retrouver une force que j'avais cru perdue. Un chemin où, un jour, c'est moi qui déplacerai les choses, et pas seulement un fauteuil. Je me suis couché tard ce soir-là, mais le sommeil a tardé à venir. Allongé dans l'obscurité, j'entendais encore la voix d'Hélène, ses phrases acérées emballées dans du coton. Alors, pour ne pas devenir folle, j'ai fait ce que je fais depuis toujours quand la réalité devient trop lourde. Je me suis réfugiée dans mes souvenirs. Avant Hélène, avant Mathieu adulte, avant les clés déplacées et le fauteuil qu'on pousse comme un vieux meuble gênant, il fut un temps où ma vie tenait dans une petite valise et dans un sourire d'homme. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré Henri. C'était à la sortie d'une réunion syndicale, à l'usine textile où je venais d'être embauchée. Il portait une chemise claire, les manches retroussées, et il riait avec ses camarades en gesticulant, comme s'il voulait attraper l'air avec ses mains. Ses yeux bruns avaient cette lumière particulière des gens qui croient encore qu'ils peuvent changer le monde, ou au moins leur bout de monde à eux. Je me trouvais ridicule, avec mon manteau trop large emprunté à ma sœur, ma jupe un peu courte et mes chaussures usées, mais il est venu vers moi, comme si j'étais la seule personne dans la rue. « Vous rentrez par où » m'avait-il demandé. Sa voix n'était ni pressante ni séductrice, juste simple. J'ai répondu, un peu gênée, « Rue des Tilleuls ». Alors on fait un bout de chemin ensemble. Nous avons marché côte à côte, parlant de choses banales, la pluie, les transports, le prix du pain, puis, petit à petit, de choses plus profondes. Nos parents, nos peurs, nos envies. Henri rêvait d'ouvrir un jour son propre atelier de menuiserie. Il aimait travailler le bois, disait-il, parce que ça garde la mémoire des mains. Cette phrase ne m'a jamais quittée. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, dans une petite mairie dont j'ai oublié la couleur des murs, mais pas la chaleur du regard qu'il a posé sur moi en signant. Je n'avais pas une robe somptueuse, juste une robe crème que j'avais ajustée moi-même le soir, après le travail. « Tu es belle, Jeanne », m'avait-il murmuré. Et pour la première fois de ma vie, je l'avais cru. Nous avions peu de choses, mais nous avions un projet. Une maison à nous, même modeste, avec un jardin pour y planter quelques fleurs, une table assez grande pour accueillir des gens, et, si le ciel nous était favorable, des rires d'enfants. Les premières années ont été dures. Nous travaillions tous les deux, lui à l'atelier, moi à l'usine. Nous comptions chaque sou. Nous mangions souvent des soupes épaisses et du pain rassis. Mais jamais je ne me suis sentie pauvre. Nous étions 2, vraiment 2, à porter la même charge, à regarder dans la même direction. Lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, je n'ai rien dit tout de suite. Je voulais être sûre. Je voulais garder ce secret quelques jours rien que pour moi, comme un trésor fragile. Un soir, alors qu'Henri réparait une chaise branlante dans le salon, je me suis assise sur le sol, près de lui, et j'ai posé ma main sur sa jambe. « Henri, je crois qu'on va devoir agrandir la table. » Il a levé les yeux vers moi, puis son regard est descendu sur mon ventre. Je n'ai pas eu besoin d'ajouter un mot. Il a posé ses outils, m'a pris dans ses bras, et j'ai senti ses épaules trembler. Mathieu est né un matin de février, sous un ciel si blanc qu'on aurait dit qu'il hésitait entre la neige et la pluie. Quand l'infirmière me l'a posé dans les bras, j'ai compris qu'une part de moi ne m'appartiendrait plus jamais complètement. Je me souviens de ses doigts minuscules s'accrochant à mon index, de son cri tout neuf. Je me souviens de la façon dont Henri le regardait, émerveillé, comme si chaque respiration de ce bébé justifiait toute la fatigue du monde. Nous avons emménagé dans cette maison quelques années plus tard. Une maison en pierre, un peu abîmée, avec un toit qu'il fallait refaire et un jardin en friche. Pour moi, c'était un palais.
Henri y a passé des week-ends entiers à poncer, repeindre, réparer. C'est lui qui a posé le parquet du salon, lui qui a construit la bibliothèque contre le mur, lui qui a trouvé ce vieux fauteuil en brocante, qu'il a retapissé de ses mains. « Voilà !» avait-il dit, en le plaçant près du coin de la pièce, là où la lumière du matin venait caresser la coudoir. « C'est ton trône. Tu t'y reposerais quand tu arrêteras enfin de t'agiter partout. » Je lui avais répondu en riant que je n'avais pas de temps pour un trône. Mais au fond, ce fauteuil, c'était plus qu'un siège. C'était une promesse de repos après l'effort. Mathieu a grandi dans ce cadre-là. Un père qui sentait la sciure et la colle à bois, une mère qui rentrait tard avec des mains rouges d'avoir lavé, trié, emballé, et une maison qui s'améliorait petit à petit au rythme de nos économies. Je me suis souvent épuisée. J'ai renoncé à des vacances, à des sorties, à des robes nouvelles. Je n'ai jamais pensé à moi autrement que comme la mère de Mathieu et la femme d'Henri. C'était suffisant, me disais-je. J'étais dans mon rôle, à ma place. Ce que je ne savais pas, c'est que les années passeraient sans que je m'en rende compte, emportant avec elles ma jeunesse, ma force, et que, le jour où j'aurais enfin le temps de m'asseoir dans mon fauteuil, ceux que j'avais portés toute une vie me trouveraient soudain encombrante. Henri est parti trop tôt. Un matin, il n'a pas réussi à boutonner sa chemise. Ses doigts tremblaient, ses lèvres étaient pâles. Il a dit que ce n'était rien, que ça passerait, qu'il avait juste trop forcé la veille. Une semaine plus tard, il n'était plus là. Un accident vasculaire, ont-ils dit. Un mot froid pour dire que la vie s'était arrêtée, brutalement, sans préavis. Je suis restée seule avec la maison, le fauteuil, les souvenirs, et un fils. Mathieu, à l'époque, venait d'entrer dans la vie active. Il avait cette soif de réussite qu'ont les jeunes hommes lorsqu'ils croient qu'ils doivent se prouver quelque chose au monde entier. Je l'encourageais bien sûr. Je lui disais d'avancer, de ne pas se laisser freiner par ma présence. Je lui répétais que j'allais bien, que j'étais forte. Je ne l'étais pas. Mais une mère ne dit pas tout. Le temps a passé. Mathieu a rencontré Hélène lors d'un séminaire. Quand il me l'a présentée pour la première fois, elle portait un tailleur sombre, des boucles d'oreilles discrètes, un sourire parfaitement étudié. Elle m'a offert un bouquet, m'a appelée madame, m'a remercié d'avoir élevé un homme aussi stable. J'ai voulu y voir un compliment. Peu, être que c'en était un. Je ne me suis pas méfiée. Pas de ses compliments. Pas de son ton légèrement professoral. Pas de son regard qui détaillait mon intérieur comme un inventaire potentiel. Je ne savais pas encore qu'un jour, cette femme qui se tenait gentiment dans mon salon déplacerait mon fauteuil, mes clés, puis ma vie. À cette époque, tout semblait encore possible. Je croyais que j'avais gagné ma part de paix, après tant d'efforts. Je croyais que mon fils m'aimerait toujours avec cette reconnaissance claire des enfants qui savent ce qu'on a sacrifié pour eux. Je ne savais pas que l'amour, parfois, se perd dans la peur de manquer, dans les ambitions, dans les paroles d'un conjoint qui susurre que la vieille maison serait mieux vendue, que ta mère ne s'en sort plus, qu'il faut anticiper. Je ne savais pas encore que mon fauteuil deviendrait un symbole, celui du territoire qu'on voulait me prendre, celui d'une liberté qu'on m'arracherait presque. Mais je me souviens d'une chose, très nette. Un soir, bien avant que tout ne commence à déraper, Henri s'était assis dans ce fauteuil, m'avait tendu la main et m'avait dit « Quoi qu'il arrive un jour, Jeanne, accroche-toi à ce que tu sais être juste, pas à ce qu'on te dit d'accepter. » Sur le moment, je n'avais pas compris. Aujourd'hui, chaque mot résonne. Et je sais que ce que j'ai vécu n'est pas seulement une histoire de fauteuil déplacé. C'est une histoire de place, de dignité, de justice. Et c'est là que tout a commencé à se fissurer. Les premières fois où Hélène a déplacé mes affaires, je n'y ai pas prêté attention. Ou plutôt, je n'ai pas voulu y voir un signe. On ne se méfie pas de quelqu'un que son fils aime. On accueille, on s'adapte, on fait de la place parfois même trop. Tout a commencé par ce que j'appelais encore, naïvement, de petites attentions. Un jour, elle a mis mes lunettes dans la cuisine, alors que je les laisse toujours sur le buffet. Un autre, elle a rangé mes factures dans un classeur sans me prévenir. Le soir où je l'ai découvert, elle a souri en disant « C'est pour t'aider, Jeanne, tu es tellement désordonnée. » Désordonnée. Moi qui avais passé 30 ans à faire tourner une maison, gérer un budget tendu, jongler entre un travail prenant, un mari bricoleur mais peu administratif,
et un enfant qui perdait systématiquement un gant ou un cahier. Désordonné, j'ai pris l'habitude de hausser les épaules. À quoi bon créer un conflit? Mathieu semblait heureux. Hélène avait une façon si sûre de parler, si confiante, si précise. Je n'osais pas contredire. Je me disais que c'était temporaire, que c'était son caractère, que je devais laisser couler. Puis il y eut le jour des clés. Je rentrais du marché, les bras chargés de légumes, et le cœur encore serré d'avoir repensé à Henri en passant devant l'étal des châtaignes, il en raffolait. Lorsque j'ai voulu ouvrir ma porte, impossible de trouver mes clés dans mon sac. J'ai cherché, fouillé, renversé le contenu sur le palier. Aucune clé. Je suis entrée grâce à la voisine, puis, 2 heures plus tard, Hélène est arrivée pour prendre le café avec moi. Elle a regardé autour de la pièce comme si elle inspectait un chantier. Puis elle s'est penchée vers la commode. Elle a ouvert le tiroir du bas. Et, comme par magie, les clés étaient là. « Tu vois, Jeanne? Tu avais encore oublié où tu les avais mises. » Son ton n'avait rien d'agressif. C'était pire. Il était patient, indulgent, presque maternel. Un malaise subtil m'a traversé. Je ne mets jamais mes clés dans ce tiroir. Jamais. C'est un tiroir pour les nappes et les sets de table. Mais je n'ai rien dit. Encore. Parce que je ne voulais pas passer pour paranoïaque, ni accuser sans preuve. Parce que Mathieu aurait dit que je me fais des idées. Les jours suivants, d'autres objets ont changé de place. Mon agenda, que j'avais laissé sur la table, s'est retrouvé dans un sac plastique dans l'entrée. Le livre que je lisais a disparu pendant 24 heures, avant de réapparaître sous mon lit. Et toujours, derrière chaque erreur, la même phrase d'Hélène. « À ton âge, Jeanne, ça arrive. Ne t'en fais pas. » À ton âge, elle aimait ces 3 mots. Elle les déposait comme des caresses faussement tendres, qui en réalité vous réduisent, vous rapetissent, vous effacent. Un dimanche, au déjeuner, alors que Mathieu parlait de son travail, Hélène l'a interrompu d'une voix douce. « Tu as vu, chérie? Ta mère confond encore les dates. Elle nous avait dit mardi, et c'était vendredi. C'est préoccupant, non? » Je me suis sentie rougir de honte, de surprise, de colère. Je n'avais rien confondu. J'aurais pu m'en défendre. Mais Mathieu me regardait déjà différemment, avec ce mélange d'inquiétude et de condescendance qu'on réserve aux personnes fragiles. « Ce n'est rien, ai-je dit. » Mais je sentais la fissure. Hélène la voyait aussi, son regard rapide, satisfait, disait tout. Puis il y eut le fauteuil. Un soir, en rentrant de ma promenade quotidienne, je trouve mon fauteuil déplacé, poussé contre la fenêtre, sous prétexte que la lumière est meilleure ici. La table basse avançait, la lampe changeait de côté. La pièce ne respirait plus comme avant. L'harmonie avait disparu. Ma place avait disparu. Quand j'ai demandé timidement pourquoi elle avait tout modifié, elle a répondu « Je trouvais que c'était plus pratique. » Et puis, ça évite que tu trébuches. Trébucher. Encore une insinuation. Encore une façon de dire « Tu n'es plus capable. » Ce soir-là, j'ai pleuré dans la salle de bain. Pas parce qu'on avait déplacé un fauteuil, mais parce que j'avais compris que ce n'était pas le fauteuil le problème. C'était ce qu'il représentait. C'était l'idée, invisible mais présente, qu'on me déplaçait doucement, hors de ma propre vie. Les premiers signes ne sont jamais criants. Ils sont minuscules. Ils se glissent dans les coins de votre maison, dans les phrases pour votre bien, dans les gestes que l'on décrit comme solidaires, dans les objets qu'on vous subtilise pour vous faire douter, dans les remarques lâchées, comme des miettes qui tracent un chemin vers une conclusion inévitable. Tu n'es plus capable. Laisse-moi faire. Un soir, je me suis surprise à murmurer toute seule. Et si elle avait raison, c'était là leur victoire. Non pas le fauteuil, non pas les clés, non pas les factures rangées à ma place, mais cette pensée-là, ce doute qui s'insinue comme du poison. Je n'ai rien dit à Mathieu. Je ne voulais pas passer pour celle qui se sent persécutée. Je l'ai porté en silence, en attendant, en observant, mais au fond de moi, une petite voix, la mienne, celle que j'avais presque oubliée, me murmurait déjà « Elle déplace tes objets pour déplacer ton jugement. Elle déplace ton fauteuil pour déplacer ton territoire. Bientôt, elle déplacera ton rôle, puis ton autorité, puis ta liberté. » Et cette voix ajoutait « Si tu ne réagis pas, Jeanne, un jour, elle déplacera ta vie entière. » Je ne savais pas encore jusqu'où elle irait, mais je sentais que la pente était glissante
et que j'étais déjà en train de perdre beaucoup plus qu'un fauteuil. La goutte d'eau ne tombe jamais d'un coup. Elle s'accumule, elle gonfle, elle hésite. Puis un jour, sans prévenir, elle déborde et la vie bascule. Ce jour-là, c'était un mercredi banal, un mercredi où rien n'annonçait que je découvrirais l'injustice la plus froide de ma vie. Mathieu devait passer dans l'après-midi pour m'aider à remplir une formalité, m'avait dit Hélène au téléphone, d'une voix sucrée qui me mettait déjà mal à l'aise. J'avais préparé un gâteau au yaourt, la recette que son père adorait, et j'attendais leur venue avec cette pointe d'inquiétude que je cachais de mieux en mieux. Ils sont arrivés ensemble, comme toujours, Mathieu en premier, l'air sérieux, concentré, et Hélène derrière, déjà en train d'observer l'intérieur de ma maison, comme si chaque détail pouvait servir de preuve contre moi. « Maman, il faut que tu signes un papier. Rien de grave, juste administratif. » Quand quelqu'un commence par « rien de grave », c'est que ça l'est. Hélène posa une chemise cartonnée sur la table. Un geste rapide. Précis, trop précis. Je m'assis, les mains sur mes genoux. Mathieu prit une chaise à côté de moi, comme s'il voulait jouer le rôle de l'enfant protecteur. Mais il ne comprenait pas. Ce n'était pas moi qu'il protégeait. C'était sa femme, son confort, sa version de la réalité. « Tu lis, maman ?» Je pris les papiers, je commençais. Puis je me figeais. Le document parlait d'une procuration bancaire permanente, un pouvoir total, sur mes comptes, mes économies, mes décisions, ma vie financière, nom du bénéficiaire, Mathieu Delaunay. Mais l'écriture marginale, les petites annotations sur le côté, pour faciliter le quotidien, pour éviter les oublis, transition nécessaire, c'était la main d'Hélène, sa patte, son style. Une brûlure monta dans ma poitrine. Je reposai le papier sans un mot. « Tu dois signer, » dit Hélène. « Pas tu peux, pas tu veux. Tu dois. » Je la regardais. Elle évita mes yeux. « Toujours un mauvais signe. C'est pour quand tu oublies tes factures, » ajouta-t-elle d'un ton condescendant. « Tu sais bien, l'autre fois, la mutuelle et l'électricité. » Je croisais les bras. L'électricité? Elle a été prélevée automatiquement. La mutuelle aussi. Tu le sais. Elle roula des yeux. « Jeanne, à ton âge, ce n'est pas grave d'admettre que certaines choses deviennent plus difficiles. » Ce plus difficile avait la froideur d'un diagnostic, une mise en doute, une condamnation. Mathieu intervint. « Maman, ce serait plus simple pour tout le monde, pour toi surtout. » Il le croyait, ou il voulait y croire, parce que c'était confortable. Je pris une grande inspiration, et, si je ne signe pas, un silence lourd, puis Hélène répondit à la place de mon fils, « Il faudra envisager une mesure de protection. Tu ne peux pas rester seul, on le voit bien. » Cette phrase, c'est elle qui a tout brisé. Pas parce qu'elle était fausse, pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était préméditée. Elle ne parlait plus d'oubli. Elle parlait de tutelle, de curatelle, de me retirer le droit de gérer ma propre existence. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, comme un vertige, mais un vertige lucide. Je reposai la main sur le dossier de mon fauteuil, mon point d'ancrage, et j'ai dit calmement, « Je ne signe rien aujourd'hui. Je veux réfléchir. » Le visage d'Hélène s'est fermé comme une porte battante. « Réfléchir? Jeanne, ce n'est pas le moment de jouer la fière. Il faut décider. » J'entendis alors un bruit sourd, comme un claquement sec dans ma tête, le déclic, celui qu'on entend quand on atteint la limite de ce qu'on peut accepter. Je me levai. Je ne signerai rien tant que je n'aurai pas vu un notaire. Ni aujourd'hui, ni demain. Mathieu se leva aussi, comme pour désamorcer un conflit, mais sa voix tremblait légèrement. « Maman, écoute, Hélène veut juste t'aider. » « Non, elle veut tout gérer. Et ce n'est pas la même chose. » Hélène inspira longuement, les lèvres pincées. « Tu vois, elle se braque. Elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait. » Ce mot « braque » me heurta. Comme si j'étais un animal. Comme si refuser de signer un papier qui me retirait le contrôle de mes biens était une preuve de faiblesse mentale. Je restais immobile, digne, droite, et j'ai murmuré. Pour que quelqu'un signe, il faut qu'il comprenne ce qu'on lui demande. Et moi, je comprends très bien, trop bien. Ils se regardèrent. Un échange rapide, silencieux, une stratégie qui s'effritait. Alors Hélène joua sa dernière carte.
la plus perfide, la plus cruelle. Elle ouvrit son sac, en sortit un papier plié, et me le tendit sans me regarder. Puisque tu refuses, nous avons déposé une demande d'évaluation de capacité. C'est une procédure normale. Je pris la feuille, je lus les premières lignes, et mon cœur se figea. C'était vrai, il l'avait fait, avant même de me parler, avant même de me proposer d'aider. Ils avaient déjà agi. C'était signé, daté, envoyé. Une demande de mesure de protection judiciaire. Pour moi qui avais travaillé toute ma vie, qui avait élevé un fils, qui avait payé mes factures, qui n'avait jamais laissé une dette, jamais oublié un rendez-vous important, jamais été hospitalisé pour autre chose que la naissance de Mathieu. Il m'avait déclaré incapable, sans preuve, sans raison, sans scrupule. Tout s'est alors figé autour de moi. Le salon, le fauteuil, la lumière, le silence. Puis un calme étrange s'est installé en moi. Un calme froid, un calme cristallin, le calme des femmes qui viennent d'atteindre un point de non-retour. J'ai relevé la tête et j'ai dit « Alors maintenant, c'est à mon tour ». Cette phrase, je ne la connaissais pas avant de la dire. Elle est sortie seule, mais elle sonnait juste, claire, définitive. Ils n'ont pas compris, pas encore. Mais moi, je savais. À cet instant précis, je venais de passer de la victime à l'adversaire, et tout allait changer. Cette nuit-là, je n'ai pas éteint la lumière. Je suis restée assise dans mon fauteuil le vrai, à sa place d'origine le cœur serré, les mains posées sur mes genoux comme si elles ne m'appartenaient plus. Dans le silence du salon, je revoyais chaque geste d'Hélène, chaque regard, chaque phrase prononcée comme une vérité indiscutable. Tu oublies, tu te perds, tu te trompes. Et maintenant, incapable. C'était écrit noir sur blanc, déposé, officiel. Je me suis sentie envahie, dépouillée, trahie par ceux-là même que j'avais élevés, reçus chez moi, nourris, accueillis, aimés sans calcul. Vers 2 heures du matin, je me suis levée et j'ai allumé la petite lampe de la cuisine. L'ampoule projetait un halo jaune autour des murs. Il faisait froid, un froid intérieur, un froid moral. J'ai pris mon vieux carnet, un carnet beige, à la couverture légèrement déchirée, celui que je gardais depuis la mort d'Henri. C'était lui qui l'avait acheté. Un jour où il avait oublié le pain mais rapporté un cahier pour écrire ce que tu ne dis pas, disait-il. Je ne m'en étais jamais servi avant aujourd'hui. Je pris un stylo et j'écrivis. Hélène a déplacé mes clés, puis mes papiers, puis mon fauteuil. Maintenant, elle veut déplacer ma liberté. Je ne la laisserai pas faire. Les mots sortirent d'eux-mêmes. Une fois le premier jet posé, je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai commencé à noter chaque détail des dernières semaines. Tout ce qui m'avait blessé, tout ce qui m'avait alerté, tout ce que j'avais voulu minimiser, les objets déplacés, les remarques, les inquiétudes, les décisions prises sans moi, la demande de mise sous protection déposée avant même de m'en parler. Plus j'écrivais, plus ma main tremblait. Mais je continuais. Parce que pour la première fois depuis des mois, je reprenais de la place, de la voix, de la dignité. Vers 3 heures, j'ai poussé un long soupir. Puis j'ai murmuré dans le silence, « Je n'ai pas perdu la mémoire. J'ai perdu la confiance. » Et c'est à ce moment précis que tout a changé. Le lendemain matin, je me suis réveillée sans vraiment m'en rendre compte. Je m'étais endormie dans le fauteuil, le carnet ouvert sur mes genoux. La lumière du jour filtrait entre les rideaux, adoucissant la nuit blanche que j'avais traversée. J'ai fait du café. J'ai regardé longtemps la vapeur monter de la tasse. Et j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus vraiment. Que si je ne faisais rien, il prendrait tout. Mes choix, mes comptes, ma maison. Et être même ma réputation. Alors j'ai fait ce que font les femmes de ma génération, quand l'injustice devient trop grande. Je me suis mise à réfléchir méthodiquement, froidement, avec une précision que personne ne m'aurait attribuée. D'abord, j'ai relu la demande qu'Hélène m'avait tendue. J'ai examiné les phrases une par une, les signes inquiétants, les pertes de mémoire supposées, les risques pour la sécurité. Rien n'était vrai, rien n'était prouvé, mais c'était écrit. Et l'écrit, je le savais, peut tuer une réputation en silence. Ensuite, j'ai pris mon carnet et j'ai dressé une nouvelle liste. Trouver un notaire indépendant, évaluer mes comptes, vérifier mes actes de propriété.
chercher un avis médical objectif, rassembler les preuves de mes capacités, consulter mes anciens dossiers administratifs, relever les dates où Hélène a déplacé mes objets, ne rien dire, ne rien montrer. Je soulignais les 2 dernières lignes, 2 fois, parce que c'était le cœur de ma survie. Personne ne devait savoir que je me réveillais. Personne ne devait savoir que je comprenais. Personne ne devait savoir que je préparais ma défense. Hélène me prenait pour une vieille femme dépassée, désorientée. Un esprit facile à manipuler. Un cœur trop tendre. Une mémoire fragile. Elle n'avait pas compris une chose pourtant simple. Je ne suis pas fragile. Je suis fatiguée. Et la fatigue, parfois, devient une force. Lorsque je refermai mon carnet, une énergie nouvelle me traversa. Une énergie froide, intense, claire. J'avais peur, oui. Une peur féroce de perdre ma liberté, de devenir une spectatrice de ma propre vie. Mais au-dessus de cette peur, il y avait une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Peu. Être depuis la mort d'Henri. Peu. Être depuis la naissance de Mathieu. Peu. Être depuis jamais. Je sortis de la cuisine. Je me changeais, j'enfilais un manteau, et j'allais chercher mes papiers. Tous. Un à un. Je les étalais sur la table comme un puzzle intime. Factures, avis d'imposition, assurance habitation, avis de santé, relevé bancaire. Ils étaient en ordre. Parce que j'étais en ordre. Parce que j'avais toujours été en ordre. Puis je dis à voix basse, « Ce n'est pas moi qui oublie, c'est elle qui invente. » Je pris une grande inspiration. Je rangeai tout dans une pochette grise, celle où Henri gardait autrefois ses SCPI et ses contrats de menuiserie. Une pochette solide, honnête, discrète, et je sortis. J'avançai lentement, mais d'un pas sûr, vers le cabinet notarial du centre-ville. Pas celui qu'Hélène connaît. Un autre, un où elle n'a jamais mis les pieds. Un où son nom ne suscitera aucune connivence. En marchant, je me sentais presque 2 personnes. Jeanne la mère meurtrie, humiliée, et Jeanne la femme, celle qui se relève, qui reprend position, qui refuse de mourir avant l'heure. Arrivée devant la porte du notaire, je me suis arrêtée un instant. Mon cœur battait fort. Mais je me suis dit, si je n'entre pas aujourd'hui, ils gagneront. Alors j'ai poussé la porte, et ma nouvelle vie a commencé. Quand je suis entrée dans le cabinet de Maître Perrault, j'ai senti immédiatement que cet endroit appartenait à une autre vie que celle qu'Hélène essayait de m'imposer. Ici, tout était calme. Rien n'était déplacé. Chaque objet semblait avoir sa place exacte. Les dossiers parfaitement rangés, la lumière douce, l'odeur du bois ciré, les chaises alignées. Pas de chaos, pas de jugement, pas d'ombre de soupçon. L'assistante m'accueillit avec un sourire sincère. « Vous avez rendez-vous ? » ?»« Non, mais c'est urgent. » Et important. Quelque chose dans ma voix dut la convaincre. Elle me fit patienter 5 minutes avant de me faire entrer. Maître Perrault était un homme de mon âge. Être un peu plus jeune. Le genre d'homme qui écoute avant de parler, ce qui est rare. Il me fit signe de m'asseoir et posa ses lunettes sur le bureau. « Que puis-je faire pour vous, madame ? » Jeanne Delaney. Et j'ai besoin d'aide. Ce j'ai besoin d'aide m'avait coûté. Mais c'était un aveu lucide. Pas une reddition. Je sortis la pochette grise. Je la posai sur la table comme un médecin poserait une radiographie, avec une gravité mêlée d'espoir. J'expliquai tout. Les objets déplacés, les remarques, les clés perdues, la demande de mise sous protection, la procuration qu'on voulait me faire signer. Je parlais d'une voix calme, trop calme même, comme si les mots sortaient d'un puits profond que je n'avais jamais osé explorer. Lorsque j'eus fini, Maître Perrault resta silencieux. Un long moment. Il croisa les doigts, puis dit d'une voix posée, « Vous avez bien fait de venir, très bien fait. Ce que vous décrivez, je l'entends souvent, trop souvent. » Je sentis mes yeux s'embuer, non pas de tristesse, de soulagement. Je n'étais pas folle, je n'étais pas désorientée. Je n'avais rien inventé. Il continua, « La mise sous protection est une procédure lourde. On ne doit jamais la déclencher sans raison valable. Vous avez des preuves, de l'ordre, de la cohérence, de la lucidité, et vous avez vos papiers. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. » Il ouvrit mon dossier. Tout était clair, tout était propre, et pour la première fois, quelqu'un le voyait. Je vais vous proposer plusieurs actions à entreprendre immédiatement. Je pris mon stylo, il sourit. Vous prenez des notes ?
Toujours. Quand je veux survivre. Voici ce qu'il écrivit sur un papier blanc, avec une écriture très nette. Faire une attestation médicale de capacité cognitive. Modifier votre testament immédiatement. Changer la procuration bancaire existante. Mettre vos biens sous protection notariale. Ouvrir un compte séparé, inaccessible à votre fils. Documenter chaque intrusion. Préparer une réponse juridique en cas de nouvelles démarches hostiles. Je relus ces lignes. Elles brillaient comme une armure. Il ajouta, « Vous allez reprendre le contrôle. Mais pour cela, vous devez rester silencieuse. Absolument silencieuse. C'est votre meilleure défense, votre meilleure arme. » Je me suis raidi. Le silence, celui qu'Hélène croyait être mon point faible, devenait ma force. Je quittais le cabinet 1 heure plus tard avec une sensation étrange, comme si j'étais revenue dans mon propre corps après des semaines d'absence. La préparation commença le lendemain. Je pris rendez-vous chez un médecin gériatre indépendant, pas celui qu'Hélène me recommandait toujours, parce qu'il est plus indulgent avec les dames âgées. Non, un médecin neutre. Je voulais la vérité. Et la vérité, seule, pourrait démolir leur accusation. Le docteur m'examina longuement. Mémoire, langage, orientation, calcul mental, raisonnement logique. Quand l'examen fut terminé, il dit simplement « Vous avez une mémoire remarquable pour votre âge. Aucune anomalie, aucun signe de déclin cognitif. » Je sortis avec une attestation signée, tamponnée, un bouclier. 2 jours plus tard, je retournai chez Maître Perrault. Nous avons rédigé un nouveau testament, clair, précis, incontestable. J'y ai inscrit mes volontés véritables, mon argent réservé pour une association locale, ma maison protégée, et, si un jour Mathieu revenait, un legs moral uniquement, pas financier. Pour qu'il comprenne, nous avons aussi mis mes biens immobiliers sous un régime de protection notariale. Une démarche qui rendait impossible toute manipulation extérieure, même de la part de mon fils. La maison était à moi et désormais hors d'atteinte. 1 semaine plus tard, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire, un compte secret, un compte pour respirer, et j'y ai transféré une partie de mes économies, lentement, méthodiquement, sans déclencher aucune alerte. Chaque soir, je remplissais mon carnet, je notais les phrases d'Hélène, les déplacements d'objets, les dates, les gestes. Je créais un dossier de vérité, solide, imparable. Et chaque fois que Mathieu m'appelait, je redevenais douce, docile, légèrement hésitante. Je disais « Oh, oui, peut être que j'ai oublié » ou « Tu crois que c'est mieux ?» D'accord. Je jouais leur jeu, leur théâtre, leur scénario. Mais dans l'ombre, je construisais le mien. Un scénario où l'actrice n'était plus une victime. Un scénario où la scène finale appartiendrait à moi seule. Et plus les jours passaient, plus je me sentais forte. Parce qu'au fond, je le savais, ils préparaient ma chute. Je préparais leur vérité. Et la vérité a toujours le dernier mot. Toujours. Tout s'est joué un samedi après-midi. Un jour banal, un jour de lumière pâle, où rien ne semblait annoncer que les rôles allaient s'inverser. Comme souvent, les tragédies familiales se produisent dans le calme apparent de la routine. Je venais de finir de tailler les rosiers du jardin lorsque j'ai entendu le bruit d'une voiture qui se garait brutalement dans l'allée. Je n'ai pas eu besoin de regarder. Je savais que c'était eux. La portière claqua. Des pas rapides. Des éclats de voix. Je les reconnus immédiatement. Le ton nerveux d'Hélène. La respiration agitée de Mathieu. Ils entrèrent sans frapper, comme si la maison leur appartenait déjà à une habitude nouvelle, révélatrice. « Maman !» La voix de Mathieu était tendue, différente, comme s'il portait quelque chose de lourd ou d'urgent. Hélène le suivait, le visage fermé, les lèvres pincées de colère. Elle avait un dossier sous le bras, un dossier rouge. Couleur d'attaque. Je restais près de la table, les mains légèrement tremblantes mais pas de peur. De lucidité. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-je calmement. Hélène posa le dossier rouge sur la table avec un bruit sec, presque violent. « Ça, Jeanne, c'est le retour de la demande d'évaluation. » Je ne répondis pas. Je la laissai parler. Toujours les laisser parler. La parole trahie. Elle ouvrit le dossier, ses doigts tremblants d'une rage contenue. « Figure-toi qu'elle a été rejetée. Rejetée.
Ils disent que tu n'es pas en danger, que tu n'as aucun signe alarmant, que tu es tout à fait capable de gérer seule. Elle frappa du poing sur la table. Un geste qu'elle avait sûrement préparé. Je regardais le dossier, puis elle, puis Mathieu. « Tu peux expliquer, maman ?» demanda mon fils, la voix déjà cassée, hésitante. J'ai pris une lente inspiration. « Oui, Mathieu, je peux expliquer. » J'allais chercher la pochette grise, la même que lors de ma visite chez le notaire, la même qui avait déjà commencé à ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Je la posais à côté de leur dossier rouge. Le contraste était frappant. Le rouge de l'attaque, le gris de la vérité. J'ai fait une évaluation médicale de mon côté. Hélène leva les yeux au ciel. « Encore une ? Et celui-là ? Tu l'as choisi exprès, j'imagine. » Je sortis l'attestation signée du médecin. Je la posai devant Mathieu. Capacité cognitive intacte. Évaluation complète. Aucun trouble. Aucun risque. Aucun signe de déclin. Mathieu lutte. Encore et encore. Son visage se décomposa lentement, comme une peinture qui se fissure sous la pluie. Hélène, elle, s'emportait. « C'est du faux. Ce médecin ne sait pas ce qu'il fait. »« C'est une erreur, Mathieu, dis-lui. » Mais Mathieu ne disait rien. Il lisait. Il relisait. Il cherchait un mensonge qui n'existait pas. Je sortis ensuite mon relevé bancaire mis à jour. J'ai aussi revu mes comptes. Ils sont parfaitement en ordre. J'ai même ouvert un nouveau compte. Seul. Sans aide. Sans signature de procuration. Le mot procuration fit tressaillir Hélène. Je le vis. Un micro-sursaut dans ses yeux. La preuve vivante de sa vraie intention. Je poursuivis calmement. Enfin, j'ai mis mes biens sous protection notariale. Tu ne peux plus rien faire sans mon accord. Ni toi, ni personne. Hélène devint rouge. Rouge comme le dossier. Rouge comme la colère d'une personne prise au piège de ses propres manœuvres. « Tu nous trahis !» hurla-t-elle. « Après tout ce qu'on fait pour toi, après toutes les fois où je t'ai aidé. » Je me redressai légèrement. « Tu ne m'as pas aidé, Hélène. Tu m'as manipulée. Tu as déplacé mes affaires, mes clés, mes papiers, mes habitudes pour créer l'illusion que je perdais la tête. Mais ce n'était pas ma mémoire qui s'effaçait. C'était ta moralité. » Elle devint livide. Mathieu posa une main sur la table. « Hélène, est-ce vrai? Tu as vraiment ?» Elle recula. Ses yeux passèrent de moi à lui, affolés, comme un animal pris dans un piège. « Mathieu, je voulais juste... Je pensais que... Il fallait protéger ta mère. » Un mensonge, même pas bien formulé. Je sortis une dernière pièce de la pochette, mon Nouveau Testament, signé et enregistré. Je le posai devant eux. J'ai aussi rédigé ceci. Il reflète exactement ce que je veux, ce que je décide, ce que je contrôle, et je ne vous dois plus aucune explication, ni sur mes biens, ni sur mon avenir, ni sur ma vie. Hélène devint hystérique. Tu nous punis, tu veux nous ruiner, tu veux que tout le monde pense que je suis un monstre. Je restais immobile, silencieuse, sereine, et j'ai simplement répondu, je veux que tout le monde voie la vérité. Je n'ai rien à cacher. Toi, si. Mathieu, lui, s'effondra littéralement sur une chaise. Sa voix n'était plus celle d'un homme, mais celle d'un enfant qui découvre l'ampleur de son erreur. « Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi? Pourquoi tout ça ?» Je me tournai vers lui, et pour la première fois depuis des mois, je retrouvais ma voix de mère. Ma vraie voix. Parce que tu ne voulais pas entendre. Parce que tu laissais ta femme parler à ta place. Et parce que je ne voulais pas te perdre, même quand tu me perdais toi. Il pleura, silencieusement, la tête baissée. Hélène, elle, attrapa son sac en secouant la tête. « C'est une folie, une folie. Tu vas le regretter, Jeanne. » Elle se rua vers la porte. Mathieu la suivit, sans un mot, incapable de soutenir mon regard. Je ne les ai pas suivis. Je ne les ai pas arrêtés. Je ne les ai pas suppliés. Je suis restée dans mon salon, debout. Droite, vivante. Je regardais la porte se fermer derrière eux, pas brutalement, non, mais comme un rideau qu'on tire à la fin d'une pièce. La pièce n'était pas terminée. Mais la scène, elle, venait de changer de direction. Je repris la pochette grise. Je la rangeai dans le buffet. Je remis mon fauteuil exactement à sa place. Et j'ai murmuré, très doucement. Ce n'était pas moi qu'elle déplaçait. C'était sa propre chute. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose comme de la paix. Une paix froide. Une paix solide.
Le piège s'était refermé. Sans un cri, sans un geste, sans une menace, avec la vérité. Et le silence. Ils sont partis en claquant la porte. Ce bruit-là a résonné longtemps dans la maison, comme un écho de tout ce qui venait de se briser. Mais une fois le silence retombé, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, presque doux, presque léger. La paix d'avoir enfin mis un seul sur ce que je vivais, la dépossession. Et la paix inverse, celle de la reconquête. Le lendemain, je me suis réveillée tôt. J'ai ouvert les volets. La lumière s'est répandue dans le salon comme un baume. J'ai préparé du café, lentement, en respirant profondément, comme si chaque geste me rendait un peu plus vivante. Je ne m'attendais pas à ce que le monde change d'un coup, mais il a changé malgré tout. Vers 10 heures, le téléphone a sonné. Je savais qui c'était avant même de regarder l'écran. Mathieu. Je n'ai pas décroché. Je voulais qu'il ait le temps de réfléchir, le temps de comprendre, le temps de mesurer le poids de ce qu'il avait laissé faire. 5 minutes plus tard, un message. Maman, je veux te parler. C'est important. Je n'ai pas répondu non plus. Pas par punition, pas par vengeance, mais parce que certaines conversations ne peuvent plus se tenir sous le feu de la panique. Il fallait que la poussière retombe, que la vérité s'installe. Ce jour-là, j'ai passé l'après-midi dans le jardin. J'ai planté 3 rosiers blancs, des rosiers résistants, capables de pousser dans n'importe quel sol. Je me suis dit que moi aussi, je devais devenir comme eux. Vers la fin de la journée, ma voisine Martine est passée. Elle apportait un pot de confiture de figues, son remède à tout chagrin. « Jeanne, j'ai vu la voiture tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose ?» Je n'ai pas menti. Je n'ai pas raconté non plus. Je me suis contentée de dire « J'ai repris ma place ». Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a simplement répondu « Et il était temps ». Le surlendemain, la rumeur a commencé à circuler dans la famille élargie. Les cousines d'Hélène, la tante de Mathieu, même la belle-sœur éloignée du côté d'Henri. Le téléphone sonnait, sonnait, sonnait comme un essaim d'abeilles affolées. Tous voulaient comprendre. Certains voulaient prendre parti. D'autres cherchaient à se rassurer. « Ça n'arrivera pas chez nous, n'est-ce pas ?» Je n'ai répondu à personne. Je ne devais rien à personne. Mais j'entendais ce qui se disait « Oh oui !» Cela, je l'entendais. Une cousine. On dit qu'Hélène a voulu la mettre sous tutelle. Un oncle. Mathieu aurait signé des papiers dans le dos de sa mère. Une amie de la famille. Ils sont allés trop loin. Jeanne n'est ni folle, ni faible. Pour la première fois, les mots ne venaient plus d'eux. Ils venaient des autres. Leurs mensonges s'effondraient sous le poids de l'opinion publique. Et je n'avais pas eu besoin d'ouvrir la bouche. C'est cela, l'avantage de la vérité. Elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle se défend seule. Comme un fleuve qu'on tente de retenir à main nue, 3 jours après la confrontation, Mathieu s'est présenté à ma porte. Seul, il avait les yeux rouges, les épaules basses, le visage tiré par la fatigue. « Maman, est-ce que je peux entrer ?» J'ai hésité, pas par rancune, par prudence. La prudence qu'on apprend tard dans la vie, mais qui devient vitale. Finalement, j'ai ouvert. Il a avancé de quelques pas dans le salon, puis s'est arrêté net. Peu. Être parce que tout était à sa place. Peu. Être aussi parce qu'il voyait que moi, j'étais à ma place. « Je ne savais pas », murmura-t-il. Je jure que je ne savais pas qu'elle avait fait tout ça. Elle a dit que c'était pour t'aider, que tu perdais un peu la mémoire, que tu avais besoin de nous. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé vider son sac. Il avait besoin de parler, de déverser sa honte, de se défaire des mensonges d'Hélène. J'aurais dû voir que ça n'allait pas. J'aurais dû t'écouter. Je suis désolée, maman. Vraiment désolée. Un silence lourd a suivi. J'ai senti son regard sur moi. Il cherchait un pardon immédiat, un pansement rapide, une réconciliation express. Mais la blessure était trop profonde. « Mathieu », ai-je murmuré, « tu n'as rien vu, parce que tu ne voulais rien voir. Tu préférais la version qu'on te servait, parce qu'elle te rassurait, parce qu'elle t'évitait de regarder en face ta responsabilité de fils. » Il baissa les yeux. Je repris. « Je t'aime. Tu resteras toujours mon fils. Mais l'amour ne justifie pas tout, et il ne protège pas de tout, pas même de la déception. » Il essuya ses yeux du revers de la main. « Est-ce qu'on peut réparer ?» demanda-t-il d'une voix fragile. Je pris une longue inspiration, puis je répondis « Peu.
Être que oui, mais pas aujourd'hui. Pas maintenant. Il faudra du temps. Et du vrai changement. Pas des mots. Des actes. Il acquiesça, lentement, comme un enfant qu'on ramène à la réalité après trop de rêves. Et Hélène demanda-t-il. Sa voix tremblait. Je me suis tournée vers la fenêtre, vers le jardin, vers le monde que j'étais en train de reconstruire. Hélène devra vivre avec ce qu'elle a fait. Et toi, avec ce que tu as laissé faire. Ce n'est pas à moi de la juger, c'est à elle de comprendre. Il a hoché la tête, puis il est parti. Sans bruit, sans colère. Je l'ai regardé s'éloigner par la fenêtre. Il marchait lentement, comme quelqu'un qui porte une charge invisible. C'était la première fois que je le voyais vraiment adulte. Pas fier, pas sûr de lui, pas dominateur. Juste humain. Les jours suivants ont été étranges. Plus de visites, plus de remarques, plus de manipulations, plus de clés déplacées, plus de fauteuils réorganisés. La maison respirait. Moi aussi. Je riais parfois, toute seule, devant ma tasse de tisane. Non pas par joie, mais par soulagement. Je savais que leur couple traversait une crise. Je l'entendais par les couloirs de la rumeur. Des disputes, des reproches, des accusations en chaîne. Ils se déchiraient comme deux personnes qui, ayant perdu la maîtrise, cherchent désespérément à rejeter la faute sur l'autre. Je n'avais aucun plaisir à savoir cela. Juste une lucidité calme. Ce n'était pas moi qui les détruisais. C'était leur propre mensonge. Celui qu'ils avaient construit à deux. Celui qu'ils croyaient assez solide pour me faire tomber. Mais c'est eux qui tombaient, pas moi. Et dans ce chaos, une vérité simple se révélait. Quand on construit sur du faux, tout finit par s'effondrer. Quand on construit sur la vérité, tout finit par se tenir. Je n'avais plus rien à dire, plus rien à prouver, plus rien à défendre, juste à avancer. L'éclatement familial était là, sous leurs yeux, pas sous les miens. Moi, j'étais déjà ailleurs. Je commençais à imaginer, à rêver, à choisir une autre vie, une vie où je serais enfin à ma place, la mienne, pas celle qu'on m'avait assignée. Les jours qui suivirent la confrontation et l'effondrement silencieux de ma famille furent comme une longue respiration. Une respiration que je n'avais pas prise depuis des années. Une respiration qui ressemblait à une renaissance. La maison, soudain, me semblait trop grande, trop pleine. Ou être trop vide. Je n'arrivais pas à décider. Elle avait été mon refuge, mon combat, ma fierté. Mais aussi le théâtre de ma déchéance programmée. Celle qu'Hélène avait tentée pièce après pièce, comme un décor à modifier. Je me mis à y marcher comme on marche dans un lieu qu'on quitte bientôt. En touchant les meubles du bout des doigts, en effleurant les photos, en observant les murs avec une attention nouvelle. Je n'avais pas encore prononcé la décision à voix haute, mais elle mûrissait en moi depuis des jours. Je devais partir, non pas fuir, mais partir, pour vivre ailleurs, autrement, pour respirer sans craindre que quelqu'un déplace mon fauteuil, mes clés ou mon esprit. Cette pensée s'est imposée à moi un matin, devant la fenêtre de la cuisine. Je regardais les moineaux picorer les miettes que j'avais jetées. Le soleil d'hiver entrait par le carreau, et, sans prévenir, je me suis dit « Il est temps ». Je n'avais pas peur. Un étonnement, oui. Une excitation douce. Et surtout, une force profonde, celle qu'on découvre à un âge où l'on croyait ne plus jamais en avoir. J'ai commencé par trier. C'est ainsi que commencent toutes les renaissances. Les armoires, les tiroirs, les photos, les lettres, les bibelots. Je gardais ce qui avait un sens. Je donnais le reste. Un vase que j'aimais autrefois, mais qui me rappelait trop Hélène. Donner. Des draps qui avaient servi pour les invités qu'on ne voit plus. Donner. Les vêtements que je gardais au cas où. Donner aussi. Je faisais de la place, dans les placards, dans l'air, dans ma tête. Un soir, en ouvrant le coffre où Henri rangeait ses outils de menuisier, je suis tombée sur une petite planche de bois qu'il avait gravée des années plus tôt. Il y avait inscrit « La liberté n'a pas d'âge ». Je me suis assise sur le sol. J'ai pleuré doucement, mais ce n'était pas une douleur, c'était une certitude. Un dimanche matin, je suis allée voir une petite agence immobilière de la ville voisine. Je n'avais rien prévu, rien anticipé. Je voulais simplement regarder. L'agent, une femme souriante d'une 50aine d'années, me fit visiter un petit appartement en bordure de mer. Rien de luxueux. Une pièce principale, une petite chambre, un balcon donnant sur les pins maritimes
et les toits blancs du quartier. Quand j'ai ouvert les fenêtres, une odeur de sel m'a enveloppée. Une odeur qui libère et qui nettoie. Les mouettes criaient au loin. Le vent faisait bouger les branches des pins comme des bras qui saluent. J'ai su immédiatement que c'était là. Là où je pourrais recommencer. Là où personne ne déplacerait plus jamais quoi que ce soit sans m'en parler. Là où ma vie n'appartiendrait plus qu'à moi. J'ai signé. Pas d'hésitation. Pas de retour en arrière. Pas de peur. Juste une phrase dans ma tête. Enfin, le jour où j'ai annoncé mon départ à Mathieu, il a pâli. « Tu t'en vas? Tu vends la maison? » « Je ne vends pas. Je loue pour l'instant. Je veux voir ailleurs. Je veux vivre un peu pour moi. » Il avait les yeux humides. Il aurait voulu me retenir, je le sentais. Mais il avait perdu ce droit-là. Et d'une certaine manière, il le savait. « Tu reviendras? » demanda-t-il, presque comme un enfant. « Peut-être. Mais je reviendrai en invité, pas en prisonnière. » Il hocha la tête. Il comprenait mieux que je ne l'aurais cru. Hélène, elle, ne s'est pas montrée. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas tenté de rattraper. On m'a dit plus tard qu'elle vivait mal la situation, que leur couple traversait une tempête, que des reproches cruels volaient dans leur salon, comme des éclats de verre. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souhaité leur malheur. J'ai simplement pris acte. Le jour du déménagement, je me suis levée tôt. J'ai rangé une dernière fois la cuisine. J'ai caressé l'encadrement de la porte. J'ai regardé le fauteuil fidèle compagnon de mes victoires et de mes larmes. Je l'ai recouvert d'un drap blanc. Puis j'ai soufflé. « Tu restes ici. Tu fais partie de cette maison. Moi, je vais ailleurs. » Je n'ai rien emporté qui venait d'Hélène. Pas un objet. Pas un cadeau. Pas même une assiette. Je voulais me libérer. Complètement. Quand j'ai refermé la porte derrière moi, j'ai entendu le verrou claquer. Non pas comme une fin, comme un début. Dans mon nouvel appartement, tout était simple. L'air circulait. Les murs étaient nus. Je n'avais pas encore de rideaux. Mais je m'y sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. La première nuit, j'ai dormi la fenêtre ouverte. Le vent sentait la résine et la mer. Quand je me suis réveillée, un rayon de soleil filtrait sur mon oreiller. Je me suis levée, j'ai ouvert le balcon et j'ai respiré profondément. Je pouvais entendre des pas sur la rue, des voix lointaines, le cri des mouettes, le moteur d'un petit bateau de pêche. C'était un monde que j'avais toujours aimé sans me l'avouer. Je me suis préparé un café. Je me suis assise dehors. J'ai regardé les pins qui bougeaient lentement dans le vent. Et j'ai compris quelque chose de simple, mais immense. Je n'avais pas fui ma vie. Je l'avais retrouvée. Le premier soir, une voisine d'en face, une femme aux cheveux gris courts, est venue frapper timidement à ma porte. Je vous ai vu emménager. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je m'appelle Suzanne. Elle m'a offert un pot de confiture maison. Et j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire qui venait du cœur. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus honte. Je n'étais plus surveillée. Ni manipulée. Ni diminuée. J'étais libre. Et vieille, oui. Mais libre. La liberté n'a pas d'âge. Henri l'avait inscrit dans le bois. J'avais mis du temps à le comprendre. Mais j'y étais enfin. Je n'ai pas fermé la porte derrière Suzanne. Je l'ai laissée entrebâillée. Parce que la vie, la vraie, venait de rentrer. Le soir tombait doucement sur mon nouvel appartement. Une lumière orangée glissait sur les murs encore nus, comme si elle les bénissait d'un début paisible. J'étais assise sur ma petite chaise en rotin, face à la fenêtre ouverte. Devant moi, les pins maritimes se balançaient lentement, dessinant sur le sol des ombres mouvantes. La mer, au loin, murmurait un refrain que j'avais oublié depuis longtemps. Je tenais entre mes mains une tasse de tisane. La chaleur me traversait doucement, comme une lueur qui remonte des doigts jusqu'au cœur. C'était étrange. Mais je ne ressentais ni colère, ni triomphe, ni amertume. Seulement une forme de paix, une paix lucide, sans éclat, presque silencieuse. La guerre était finie, et j'étais vivante. Je regardais ce balcon où un vent léger faisait frémir les feuilles de la petite plante que Suzanne m'avait offerte lors de mon arrivée. Elle survivrait, elle aussi. Elle s'adapterait à tout. Peut-être que c'était cela, le vrai secret des femmes de mon âge. Nous plions parfois, mais nous ne rompons jamais. Je posai ma tasse et pris mon carnet, celui où j'avais noté chaque humiliation, chaque doute, chaque mot déplacé. Je l'ouvris à la première page. J'y lus la phrase que j'avais écrite le jour où tout avait commencé.
Aujourd'hui, elle a déplacé mon fauteuil. Demain, elle essaiera peu, être de déplacer ce que je suis. Je ne la laisserai pas faire. Je souris doucement. J'avais tenu parole. Je n'avais pas laissé quelqu'un me redéfinir, me rétrécir, me remodeler à son goût. J'avais retrouvé l'espace que j'avais perdu, non pas entre les murs, mais en moi. Je refermais le carnet. Je n'avais plus besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Il avait rempli sa mission. Il m'avait aidé à voir clair, à tenir debout, à comprendre que la mémoire la plus précieuse n'était pas celle des dates ou des objets, mais celle de la dignité. Je pensais à Mathieu, à son visage défait, à sa voix brisée le jour où il m'avait dit « Je suis désolée, maman. » Je ne savais pas encore si je pourrais lui pardonner. Mais je savais que je ne voudrais jamais le perdre. Pas pour Hélène, pas pour une procuration, pas pour un fauteuil déplacé, pas pour un mensonge. Le pardon peut être, viendrait avec le temps, ou peut être pas. Certaines douleurs ne disparaissent jamais vraiment. Elles se transforment, se logent ailleurs, deviennent le tissu secret d'une nouvelle sagesse. Et Hélène, je n'avais plus de colère contre elle, seulement une distance glacée, une distance qui ne serait jamais comblée. Elle avait voulu me déposséder, elle avait voulu me réduire, elle avait voulu faire de moi une ombre qui chuchote dans sa propre maison. Elle n'avait réussi qu'à se révéler au grand jour. Parfois, les gens creusent la tombe de leur propre image en tentant d'enterrer les autres. Je ne souhaitais son malheur à personne, mais la vérité a son propre chemin, et elle se chargeait déjà de lui répondre. Une brise passa. Je frissonnais légèrement, je me levais et refermais doucement la fenêtre. La nuit commençait à descendre, ce moment précis où les voix intérieures deviennent plus audibles que celles du monde. Je pris mon manteau, marchais jusqu'au bord du balcon et me penchais un peu. Les odeurs de sel et de terre chauffée montaient de la rue. Des enfants riaient quelque part. Un chien aboyait au loin. Le monde continuait simple, indifférent, beau. Je murmurais dans l'air du soir, comme si quelqu'un pouvait m'entendre. J'ai fait ce que je devais faire. Sans violence, sans cri, sans me renier. Je pensais alors à Henri, à sa voix douce, à sa main qui attrapait la mienne avec une tendresse tranquille. À ces mots, quoi qu'il arrive un jour, Jeanne, accroche-toi à ce que tu sais être juste. J'aurais voulu qu'il me voie, qu'il sache que j'avais tenu, que je n'avais pas laissé la peur me guider, que je n'avais pas laissé l'injustice m'avaler. Je soufflais un long moment, les yeux fermés, jusqu'à ce que mon cœur se calme comme la mer après une vague trop haute. Puis, je rentrai dans le salon, je pris la petite planche de bois qu'Henri avait gravée, celle que j'avais retrouvée dans son coffre. La liberté n'a pas d'âge. Je la posai sur l'étagère de l'entrée, là où je pourrais la voir chaque matin. Oui, ma liberté n'était pas un cadeau. C'était une conquête, une reconquête, un retour à soi, à 70 ans passés. Je m'assis une dernière fois sur ma chaise en rotin. La nuit était maintenant complète. Seule une petite lampe éclairait la pièce. J'écoutais le silence autour de moi. Un silence neuf, propre, sans menace. Un silence qui ne juge pas, qui ne blesse pas, qui ne manipule pas. Un silence qui guérit. Je pris une profonde inspiration et je laissai mes pensées couler, comme un dernier monologue à voix basse, adressé aux femmes invisibles, aux mères silencieuses, à toutes celles qui ont trop longtemps accepté qu'on déplace leur vie sans leur demander. On m'a déplacé mon fauteuil, puis mes clés, puis mes certitudes, puis mon identité. On a tenté de m'effacer, de me réduire, de m'entourer de doutes inventés. On a voulu que je croie que ma tête s'éteignait. Mais ce n'était pas ma mémoire qui s'effaçait. C'était le respect qu'on avait pour moi. Alors j'ai choisi la clarté. La lente, la discrète, la patiente. J'ai choisi la loi, le droit, l'ordre. J'ai choisi ma place. Et j'ai compris qu'il existe un courage silencieux, le courage de rester debout sans crier, de reprendre ce qui est à soi sans fracas, de laisser l'injustice se condamner elle-même. Parce qu'au fond, oui, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une frontière, une réponse, une dignité, une arme. Je posais ma main contre ma poitrine. Mon cœur battait doucement, régulièrement, comme une horloge qui recommence à fonctionner après avoir été déréglée. Et j'ai terminé. La voix calme, ferme, presque solennelle. Le silence peut aussi être une forme de justice.